Madame, mademoiselle, monsieur, chers frères, chères sœurs, et surtout vous, par-delà le monde, qui nous regardez, je vous salue et nous allons passer un bon moment ensemble euh, dans notre rendez-vous qui est devenu un classique. C'est le rendez-vous du grand procès. Nous prenons tous les thèmes politiques, nous les analysons aussi bien juridiquement, sociologiquement que théologiquement, et finalement pour en dégager une sorte de substance qui permet de pouvoir perfectionner votre jugement, de pouvoir recevoir vos questionnements, mais surtout de pouvoir avancer ensemble. Parce que le droit, je l'ai toujours présenté dans mes dossiers privés, mes dossiers professionnels, mais aussi dans mes engagements, particulièrement politiques. Je les ai toujours, le droit, je l'ai toujours vu comme une arme du combat. Parce que il n'y a pas de société sans droit et le droit permet toujours d'établir les équilibres nécessaires pour dégager la justice dans un pays, dans une nation, dans un continent et dans ce monde. Je vais vous surprendre encore aujourd'hui, puisque nous sommes, comme on dit, implantés sur le Congo à cause de la situation la plus malheureuse que le Congo rencontre. Et nous prenons le Congo comme étant le lieu, le théâtre du procès pour pouvoir en tirer les leçons nécessaires à la constitution d'une nation et par là la nation congolaise, pour pouvoir toucher des hommes et des femmes à travers le monde. Et je vais donc vous surprendre en disant que le Congo a le peuple le plus uni d'Afrique et peut-être le plus uni du monde. Le nord comme le sud du Congo est habité par un peuple uni. Cela évidemment surprend parce que beaucoup vont dire les Congos, les Lari, les Mboshi, cela n'est que l'épiphénomène parce qu'en réalité, ce peuple est un peuple uni et même très uni. Alors, pourquoi est-ce que ce peuple doit être regardé comme un peuple uni? Pour trois raisons. Les deux raisons sont des raisons politiques et la troisième raison, c'est une sorte d'autoprotection. La raison politique, elle tient à la genèse. C'est vrai que la genèse politique du Congo a été forgée par deux grands hommes politiques, Fulbert Yulu et Opango. Et en fait, on aurait laissé ces hommes continuer leur cheminement, on aurait laissé à Yulu de finir normalement son mandat, le Congo serait très, très unifié. Parce que quand hier je regardais le gouvernement de Yulu, c'est un gouvernement, il n'y a jamais eu de gouvernement aussi national que ce gouvernement-là, alors que c'est une période où les gens ne se connaissaient pas beaucoup. Les personnes ne se connaissaient vraiment pas. C'est-à-dire que c'est après qu'on a découvert qu'il y avait des Mboshi, qu'il y avait des Téké. Bon, c'est vrai que Loulou lui-même est entre Lari et Téké. Et en fait, on a une situation qui est une situation
que la politique ou le politique a fait émerger. C'est-à-dire que c'est la volonté de faire travailler les Congolais ensemble, aussi bien dans la gestion du pouvoir que dans la manière de pouvoir vivre. Il y a eu beaucoup d'instituteurs à cette époque et souvent d'ailleurs des instituteurs étaient envoyés loin de chez eux. J'ai l'anecdote, évidemment, c'est une anecdote, euh, de quelqu'un qui était instituteur dans le nord du pays. Pour lui, son grand combat, c'était de montrer que il y a que des valaris. Le manioc fait par les laris est le plus beau manioc qui existe. Mais bon, évidemment, ok, même un chant, il y a que la valari, il va tangaka, qu'on attache avec le matétété, mais c'est le meilleur. Bon, c'est une sorte d'apologie un peu populaire, et une manière aussi de s'affirmer. Ce monsieur qui avait enseigné le chant à ceux qui n'étaient pas laris, il s'en faisait une joie. Mais, pour dire la vérité, ça ne gênait personne. Et dans le temps de Youlou, non seulement il y a eu cette structuration, cette volonté de pouvoir déplacer les Congolais, dans le sens de les brasser, mais il y a eu aussi une période difficile, tragique, et quand il y a eu les corbeaux. Et étonnamment, les corbeaux, ce qu'on appelait les corbeaux, ce sont les Congolais qui refusaient de payer l'impôt parce qu'ils avaient un messie qui était Machoua, André, et donc pour eux, il n'était pas question de payer les impôts à quelqu'un qui, d'une certaine manière, se retrouvait dans une situation de vendu, entre guillemets, euh, auprès des Blancs qui le conseillaient, qui lui demandaient aussi de pouvoir ériger un impôt. Et alors, curieusement, c'est l'arrêt qui ont été arrêtés avec brutalité et ont été tous, pour la plupart, envoyés dans le nord du pays. Il y en a qui sont allés à Mosaka, à Oyo, et enfin, en tout cas, au lieu qu'ils soient envoyés, par exemple, vers Pointe-Noire, là où c'est le lieu du Congo, ou bien qu'ils soient envoyés brutalisés, qu'ils puissent les confiner toujours dans le pays de la Rie, là où j'ai grandi et que je connais, mais ils étaient envoyés dans le Nord. Il y en a qui sont allés là-bas et qui ont eu même des enfants qui continuent à exister. Il y en a qui parlent, par exemple, Congo ou Lari, mais en tout cas, les hommes qui étaient envoyés là-bas, qui étaient à la, comment on dit, à la force de l'âge, sont allés dans le Nord. Il y en a à Makwa qui se sont mariés là-bas, qui ont eu des enfants. J'ai un oncle dans la famille qui s'appelait Mbemba, et Mbemba s'est retrouvé à Makwa. Et on n'a jamais connu les enfants qui sont nés de son alliance nouvelle, j'entends, en tant qu'époux, mais est-il que ça a été cela. Donc, ça a créé un brassage qui ne dit certainement pas le nom, ce n'était pas un brassage en termes, comment je peux appeler ça, ce n'est pas un brassage du genre, on arrive là-bas, on les envoie pour les dominer, pour faire ceci, non. C'est vraiment une volonté politique de mettre ensemble ce peuple, pour que ce peuple, pour la première fois, apprenne à travailler ensemble. Et je dirais que cette unité a été acquise comme étant une unité de volonté politique. Politiquement, ce peuple
été mis dans une sorte d'éthique, d'éthique de fonctionnement, a été mis dans une sorte de comportement politique, une marche vers la constitution d'un seul peuple. Cette volonté, et je peux dire que pour le peu de temps que ce régime a vécu, parce que souvent les gens ne se rendent pas compte, mais Yulu n'est pas allé jusqu'au bout de son mandat. Il y a eu à la fois des gens du pays qui ont accepté d'entrer dans une sorte de, de configuration avec De Gaulle qui était énervé du fait que Yulu a pris option de travailler à l'époque avec Kennedy et a fait aussi un discours que les Congolais ne connaissent pas ou connaissent très peu aux Nations Unies, dans lequel il revendiquait la primauté des Congolais, des Noirs, sur les biens propres, les minéraux, ainsi de suite. Donc évidemment, cela n'était pas du goût de la France, et particulièrement du goût de Charles de Gaulle, qui a tout fait pour qu'il soit évincé. Donc, il y a cette période-là, on ne peut que périodiser d'une certaine façon. Il y a eu cette période où la volonté politique commandait que les gens puissent travailler ensemble. Et je pense que c'est un moment important, un moment fondateur. Zoologiquement, on peut l'appeler un moment fondateur. C'est là que, je dirais, l'idéal type des Congolais a été dégagé. Le Congolais, contrairement à ce qu'on pense, contrairement à ceux qui ont décrié le darisme, le Congolais était conduit politiquement vers l'unité, vers, d'ailleurs, vous savez que les Tembe Ambili, je crois que c'était le conseiller de Youlou, alors que les Tembe Ambili n'étaient pas ou un Lari ou un Congo. Donc, il y a une volonté de brassage. Et cette volonté de brassage, je crois, a été, je dirais, une sorte de germination. Et c'est un moment où on a semé disons, l'unité des Congolais. C'est-à-dire que l'unité des Congolais ont appris à se regarder, certes, en tant que Boshi, en tant qu'ainsi de suite, mais c'était quand même le fondement qu'on devait vivre comme étant un peuple uni. Et d'ailleurs, une chose qui est très importante que les Congolais doivent savoir, c'est que c'est là que la plupart des institutions qui ont été plantées à Brazzaville ont servi à former ce que on peut appeler l'intelligentsia actuelle, ou au moins l'intelligentsia qui est en train de laisser la place aux jeunes qui montent maintenant. Beaucoup ont été formés à Brazzaville, donc que tu sois de Kinkala, que tu sois de Boko, que tu sois de Wesso, mais pour te former, il fallait que tu viennes à Brazzaville. Et en venant à Brazzaville, Brazzaville, c'était devenu le lieu de brassage, la mixité. Et donc, cela a été une sorte de semence politique. Et cette semence politique, elle produit son fruit jusqu'à présent. Je crois que c'est dans cette période que les Congolais se sont rencontrés. Et il y a eu évidemment l'action volontaire qu'on appelle de Youlou, de Opango, comme je disais, mais pas seulement, les Tchétchénés, tout ce monde-là a appris à travailler ensemble. Et il y a eu une volonté vraiment de construire un peuple, une volonté de pousser un peuple à se brasser avec la bénédiction du politique. Là, il y a une semence. La deuxième période, aussi paradoxale que cela soit, c'est la période de Ngwabi. Ngwabi avait eu un conseil des Russes qui l'avaient conseillé
qu'il fallait pour qu'il puisse maîtriser politiquement le Congo, mais il fallait épouser les femmes ou la femme de ce qu'on peut appeler la tribu dominante. En l'occurrence, c'était les Lari. Et c'est certainement pour cette raison que lorsque Wabi va cesser son mariage avec son épouse française qu'il avait rencontrée, une servante de café qui a trouvé dans Wabi ce beau jeune homme, et finalement, ils se sont mis ensemble. C'était à Strasbourg. Et quand il est rentré, Wabi, après le coup d'État, quelque temps après, il a épousé Céline. Céline, je crois que beaucoup disent qu'elle est à Bordeaux, et on lui reproche aussi quelques liens avec Sassou, des liens qui sont, disons, qui ont été un peu mortifères pour le Congo. Alors, l'époque de Ngwabi est là, je dirais, une volonté stratégique de domination, mais de domination à travers le mariage, à travers le lien. En épousant Céline et Larry, évidemment, Larry épouse aussi Ngwabi. Donc, ce moment-là a été une sorte de volonté de conquête, de domination politique, mais ça s'est traduit surtout parmi les jeunes par une sorte de volonté de brasser, de se marier. Beaucoup de jeunes dans cette période, surtout les Laris, se sont mariés, ont épousé des Bochis, ainsi de suite. Et donc, je dirais, autant la période Yoro Opango était une période, disons, pacifique, une volonté de construire le corps d'un peuple. Et là, dans cette période, c'est une période à peu près, disons, un peu belliciste, c'est-à-dire une volonté stratégique de pouvoir épouser des enfants Lari, des enfants Congo, surtout des Lari. Et cela pour pouvoir dominer, pour pouvoir faire régner les Lari, pardon, faire régner Ngwabi et toutes les personnes du Nord. Et d'ailleurs, c'est la période où il y a eu aussi une sorte de déportation, enfin déportation guillemets. Euh, Politiquement, c'est pas pour ceux qui étaient de cette période, on parlait beaucoup de Yakanoki Noki, c'est-à-dire que tous les postes qu'il fallait occuper, eh ben, on faisait venir des personnes du Nord, parfois même des incultes, j'entends techniquement, et euh, beaucoup, il n'y a jamais une étude qui a été faite dans cette période, mais c'est une période qui mérite d'être étudiée. Mais la séduction a fonctionné. Et cette séduction a entraîné beaucoup de jeunes à se brasser, à être ensemble. Et donc, ces périodes-là sont des périodes assez typiques. D'autres périodes, comme celle de Massamba Deba, ont été des périodes plutôt, comment je peux appeler ça, marquées par une sorte de guerre. L'ethnicisme s'est beaucoup développé à ce moment-là. L'époque de, je prends comme ça, comme on dit, au pied levé, les Souba, malgré son slogan Yaba colère V, était marqué par beaucoup de colère. Et ces périodes-là ont réduit, disons, cette possibilité mutatoire qui existait entre les Congolais en tant que tribu, comme j'ai dit, et tribus congolaises entre elles. Et en réalité, les Souba, c'est cela. Sassou, c'est le contraire, évidemment. C'est la volonté de tuer, la société, de détruire. Et c'est la volonté de ruiner particulièrement de Lari, et ça continue. Gomi s'y est prêté, ainsi de suite. Donc, on a là une période qui
qui s'étale jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui fait que on a le sentiment que les Laris, par exemple, sont les ennemis des Mboshi. Mais en réalité, quand on regarde, quand on observe, quand on discute avec les couples qui se sont formés dans cette période-là ou qui ont laissé les enfants, en réalité, il n'y a pas de haine à l'intérieur de ces familles. Et on sent au contraire qu'il y a peut-être une sorte d'épousaille qui n'est pas allée jusqu'à sa fin, mais n'empêche que la volonté d'être là, d'être ensemble, existe encore. Maintenant, la troisième raison, en fait, c'est je dirais, la crainte du danger. Depuis Gobi, depuis le professeur Lissouba, et encore plus du temps de Sassou, le peuple du Congo n'est pas désuni, mais il a été uni par la terreur et la peur du danger. Et, et c'est peut-être pas facile à appréhender. Ce n'est pas facile à appréhender parce qu'on est tenté de dire, ben maintenant, je vois beaucoup d'interventions, des critiques envers l'Mboshi. Et je crois que les Mboshi sont à blâmer. Ils sont à blâmer parce que ils se sont laissés emporter par une sorte de facilité. On les a corrompus facilement. Mais n'empêche que quand j'ai fait une étude sur Olombo, je me suis rendu compte à quel point les Mboshi eux-mêmes, ce qu'on appelle vraiment les vrais Mboshi, sont dans un état de peur. Ils ont bien compris que ce Chimpumbulu, comme aiment à le dire les Lari, Kesasu, les a entraînés dans un danger qui les divise entre eux. Et ceux qui sont les Mboshi de l'Omo le savent très bien, ils n'ont pas le même regard que ceux qui sont à Oyo. Et souvent, les regards ne convergent pas. Et ce qui fait que, surtout maintenant, on se rappelle lors de la grande déclaration de ce général qui disait l'avenir d'Emboshi. Quel est l'avenir d'Emboshi? Et en fait, la question, même je me rappelle, le magistrat disait, mais de quoi vous parlez? Quoi? L'avenir d'Emboshi. C'est-à-dire qu'il y a une terreur qui existe chez les Mboshi, en disant, mais surtout maintenant que Sassou est en train de mourir, surtout que maintenant même son fils cherche à le tuer, parce que se dit-il, autant prendre le pouvoir maintenant qu'après. Et les Mboshi se disent, de toutes les façons, ce pouvoir va changer demain. De toutes les façons, il n'est pas dit que ce pouvoir va rester entre les mains des Mboshi. Et c'est pour cela que quand ils disent quel est l'avenir des Mboshi, en fait, ils sont dans un état de terreur, un état de peur, et qui fait que, aussi paradoxal que cela paraît, certes, ils vont prendre les biens que ça va donner, certes, certains, ceux qui sont dans le système, vont entrer dans une sorte qu'on appelle ça de profit. C'est un peu une gestion, une vie au profit. Beaucoup même veulent, se croient tellement puissants, ils achètent des terrains partout, à Brazzaville, à Pointe-Noire, ainsi de suite. La manne, quoi, on profite de la manne. Mais les plus sages savent bien que cela ne durera pas, parce que ce n'est pas fondé sur la justice, sur l'équité et sur la joie de vivre ensemble. Beaucoup ont connu d'autres personnes, qui ont connu des Puno, qui ont connu, j'entends ceux du Congo, beaucoup ont connu
des bembés, ainsi de suite. Donc, ils savent bien que nous sommes dans une situation éruptive. Éruptive, c'est-à-dire qu'à tout moment, c'est comme un volcan, le volcan peut sortir. Et si, dans les périodes, je me rappelle à l'époque de l'Issouba, beaucoup des gens du Nord sont venus se réfugier à Bakongo et ont été sous la protection de Kolela. Et beaucoup, et je crois que ce que j'ai dit, beaucoup peuvent en témoigner, beaucoup ont eu leur vie sauve en venant à Bakongo. C'est vrai qu'il y a eu aussi des épisodes où on obligeait les gens à parler l'ari. C'est un peu la survie. Parler l'ari pour qu'ils puissent passer à travers les camps qui étaient, enfin, comment on appelle ça, les grilles, les barrières qui étaient établies, on les appelait des barrières à l'époque. Et, et donc, ceux qui ont été sauvés par cette situation sont dans une situation où ils se posent beaucoup de questions, où ils en arrivent à dire combien de temps ça va durer. Il y en a même qui se disent, mais à quand la fin de Sassou? Parce qu'il ne faudrait certainement pas que nous regardons les gens du Nord euh, uniquement sous le prisme de Jean-Dominique Okemba, qui se vante d'avoir tué dans le Congo de Lari. Ça, c'est l'imbécilité des gens. De toute façon, je ne sais même pas quel est son niveau de réflexion à Okemba, mais dans la réalité, la peur d'être exterminé a créé une sorte de solidarité souterraine qui relie les Congolais. Donc, je dirais, il y a 3 étapes. La première étape, c'est la volonté publique, la volonté politique de rassembler un peuple, le peuple congolais. Et cette volonté, on la voit aussi dans les formations, je n'ai pas dit cela. Des enfants étaient brassés pour qu'ils soient formés ensemble. Même les garçons comme Sassou, c'est aussi dans la période, c'est du Nourou, qu'on leur a donné les possibilités de se former. Et donc, il y avait une volonté vraiment qui existait là. Et cette volonté, malheureusement, a été, je dirais, étranglée, plus qu'étranglée, même coupée, alors qu'elle aurait dû s'épanouir et se développer. Mais malgré tout, elle a laissé des germes, elle a laissé des graines. Et ces graines continuent à pousser. Dans la période séductive de Wabi, c'est une période où, pour avoir les Lari, pour avoir les Congo, pour avoir un pouvoir qui reste, eh ben, il faut vendre femmes chez eux. Et ça, on l'a vu, et je crois que les bons sociologues du Congo connaissent ce problème. Par contre, dans la période de Sassou, c'est une période assez étonnante. C'est-à-dire que j'ai discuté avec une ancienne amie qui est dans ces systèmes politiques. Souvent, quand on désigne, quand on crée un système ou un groupe, on dit toujours il faut faire attention pour que les Bakongo soient là, X soit là, et les Vili, ainsi de suite. Mais ça, c'est la surface. C'est-à-dire qu'on veut créer, donner un sentiment que l'on travaille, qu'on crée des organes pour les Congolais. Mais la pratique, c'est autre chose. Les budgets ne sont pas distribués de la même manière. Les avantages ne sont pas donnés de la même manière. Et c'est tout le contraire de la période de Igolo. Cette période où, quand vous étiez dans une classe, on distribuait je me rappelle, on donnait des fournitures, mais les fournitures qu'on vous donnait ne dépendaient pas de ton origine ethnique. Hein. Je sais pas, tu sois Vili, tu sois qui que tu sois.
Tu recevais des fournitures de la même manière. Tu recevais des cahiers de la même manière. Tu avais le même enseignement. Il n'y avait pas de ségrégation. Or, maintenant, quand on crée, même par exemple, des cellules de partis, les cellules de partis, tu regardes bien beaucoup d'ailleurs des gens du pool se sont fait piéger par ça. Quand tu regardes l'organigramme, euh, surtout d'abord, c'est souvent quelqu'un du Nord qui est mis à la tête, l'occurrence un Boshi. Mais quand tu regardes, une analyse sociologiquement ces bureaux, et tu verras dans ces bureaux, il y a Larry, il y a Congo, il y a ceci. Mais quand il s'agit maintenant de distribuer ce qu'on peut appeler les bénéfices de ce pouvoir, eh bien, les bénéfices n'existent pas. Il n'y a pas de bénéfices. Et souvent, les distributions des postes se font euh, nuitamment, se font ailleurs qu'au sein des services. Donc, vous voyez, voilà, je dirais, la stratégie qui existe actuellement. Mais cette stratégie n'enlève pas aux Congolais la base, n'enlève pas chez les Congolais, surtout ceux qui sont dans des lieux comme Brazzaville, comme même Ouessou. Ouessou, on était surpris, on y allant, et on se rend compte qu'il y a une volonté de vivre ensemble. Et cette volonté de vivre ensemble, elle n'est pas parfois extériorisée, parce que le pouvoir tyrannique existe, fait en sorte que, surtout, il ne faut pas que les gens consentent que les gens soient ensemble, qu'ils peuvent être influencés. Donc, du coup, on a créé une sorte de paria. Donc, il faut absolument que ce soit des mais, mais j'ai des situations que j'ai rencontrées qui font que euh, si le pouvoir veut les diviser, comme on dit, pour mieux régner, il y a malgré tout toujours des unions qui se font. C'est-à-dire que la graine qui a été semée dans les années 60, elle est toujours là. La germination est là. Des personnes qui ont connu leurs grands-parents en un amour, leurs grands-parents vivant ensemble, et ces personnes ont toujours ce souvenir de la beauté de ce qu'ils ont vu. Et, et ce qui fait que le Congo en lui-même a encore un soubassement sur lequel nous pouvons construire véritablement la nation. Et pourquoi j'ai dit tout cela? J'ai dit tout cela parce que nous avons un élément qui est très important. C'est que, en réalité, le Congo, avec son peuple qui est uni, j'insiste bien sur cela, avec son peuple qui est uni, est devenu un lieu de capture. Un lieu de capture. Ceux qui viennent, et souvent viennent d'ailleurs. Et donc, le peuple lui-même, j'entends ce peuple uni, est réduit à une sorte d'état d'esclave, et réduit dans une situation où, en fait, il ne peut pas revendiquer ses propres biens, il ne peut pas revendiquer ses propres avoirs, il ne peut pas dire, au risque d'être soupçonné, il ne peut pas dire, non, tu n'as pas le droit de faire cela. Je me rappelle simplement les conversations que j'avais eues avec les personnes de Lombo, euh, qui disaient, écoute, tu as construit un aéroport à Olombo, mais les propriétaires terriens plutôt souhaitaient qu'ils puissent les dédommager, qu'ils soient dédommagés. Mais je crois que jusqu'à présent, ils n'ont jamais été dédommagés. Alors que ce n'est pas les moyens qui ont manqué. En prétextant des liens de famille, Sassou n'a jamais voulu les payer. Et donc, on voit très bien une volonté de pouvoir marcher sur le même peuple. Et c'est là que je voulais arriver. C'est arrivé au fait que, qui que vous soyez,
vous êtes dans la même condition. Même ceux qui roulent carrosse, même ceux qui bénéficient de tous les biens de ce pouvoir, il n'empêche qu'ils sont dans un état d'appauvrissement pitoyable. Alors, c'est là que se pose après le vrai problème. Et cela est valable dans le Sud comme dans le Nord. Que se passera-t-il quand ce pouvoir tombera? Cette question de ce général qui disait l'avenir de Mboshi, elle est aussi une question qui se posera et qui se pose déjà chez d'autres, particulièrement ceux du Sud. Il y a près de 9 ans, j'étais à Brazzaville et il y a des cercles dans lesquels j'ai pu aller, j'ai pu discuter avec eux, avec les uns et les autres. Les gens du Sud, ils disent, le jour où ça va tomber, eh bien, celui qui m'empêchera de tuer un Mboshi, alors il aura affaire à moi. Je ne sais pas réellement ce qu'il fera ou ce qu'elle fera. Mais je pense que c'est plus l'expression de la colère que l'expression de la réalité. Si le Congolais sont unis, si le peuple du Congo est uni, en réalité, il est en colère. Il est en colère parce qu'on lui a fait du mal, parce qu'on a tué des parents, parce qu'on lui a ravi les moyens de vivre, parce qu'il n'a plus les moyens pour vivre réellement de sa propre vie d'homme ou simplement pour élever ses enfants. Et quand tu n'as plus les moyens d'élever tes propres enfants, évidemment, tu es envahi par la colère. Alors, les autres, dont on croit que c'est eux qui sont les bénéficiaires, leur question c'est, mais quel est notre avenir? Ils ne peuvent pas changer le pays, même si beaucoup sont nés des enfants, des parents qui étaient des fameux tirailleurs, ainsi de suite. Mais il y a le fait que le cercle du Congo est fermé. Alors, qu'est-ce que nous allons devenir? Donc, vous voyez, on a créé une sorte de peur, de terreur, qui font que le vivre ensemble est menacé, pas structurellement, pas du point de vue des racines, mais il est menacé à cause de la colère que ceux qui sont venus d'ailleurs ont semé et ont voulu planter. Et je crois que c'est important qu'on le sache, parce que si on arrive à faire ce distinguo, il y a une possibilité importante de dire que le Congolais ne est pas d'autres Congolais. Les Congolais sont unis entre eux. Ils sont unis par un destin commun. Quel est ce destin? Et actuellement, il est, je dirais, difficilement à discerner. Ce destin, c'est de chasser celles et ceux qui les ont tous rendus esclaves. Les uns par corruption, ceux qui bénéficient, je dirais, des biens de cette sorte de capture, de captivité congolaise, mais les autres par soumission. Aboué tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, par rapport à cela, il y a une action politique qu'il faut avoir. J'ai envie de dire une pédagogie politique qui est nécessaire. Et cette
pédagogie n'est même pas l'aliénation. Ce n'est même pas dire ne soyez pas en colère. Les colères sont compréhensibles. Mais peut-être orientons notre colère de telle façon qu'elle devienne productive. Comment orienter cette colère? Comment pouvons-nous orienter cette colère? Cette colère permet de discerner qui est l'ennemi et qui est le frère congolais ou la sœur congolaise. Je crois que l'ennemi, je l'avais désigné comme étant un système. Et le système, c'est le système de la fois de la capture, la captivité, l'esclavage des Congolais. Une volonté délibérée semée par Sassou et d'autres avant, avec lui, de pouvoir non tuer, dominer seulement les Laris, et je l'avais dit. Et j'avais dit, j'étais étonné de voir que lorsqu'on allait faire la guerre, on appelait ça la guerre de poule, quand on allait faire, pour tout le monde, ça paraissait normal. J'ai dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, il y a quelque chose qui était orchestré derrière. Je me rappelle, et souvent les gens ne savent pas, c'est Madame Mounali qui avait, dans une interview, dit mais qu'est-ce qui se passe au pôle? Et je crois que c'est la seule, moi je faisais l'étude du génocide de Lari, c'est la seule réaction politique que j'avais pu noter. Personne ne se posait des questions. Et ça paraissait normal. Et c'est cette attitude qu'il faut arrêter. Je crois qu'il faudrait revenir sur la voix du cœur. La voix du cœur, c'est ce qui nous parle. La voix avec V-O-I-X, mais la voix avec V-O-I-E. Il faudrait passer par la voix du cœur pour que nous puissions retrouver ce que les anciens ont semé. Et cette voix du cœur, elle permet de discerner et peut-être d'unir, de nous unir pour regarder l'horizon, pour regarder qui nous empêche de voir l'horizon. Et je crois qu'il faut cela pour arriver à détruire Sassou et son système. Tout dictateur a besoin d'un minimum de base sociale pour durer au pouvoir. Ici, Sassou resserre sa base sociale en agitant le spectre d'un pogrom de nordistes s'ils ne le suivent pas aveuglément. Cette vision à courte vue contribue à éloigner le rêve de construire une nation, loin de la promesse des pères fondateurs Fulbert Youlou et Jacques Opango. Pour maintenir cette situation, Sassou compte sur l'exercice permanent de la violence en oubliant qu'aucune situation n'est éternelle. L'esclave finit toujours par se libérer. Sassou prouve ici qu'il est le principal mal de ce pays. Tout est dans le discours qui va suivre. Il a été prononcé le dimanche 21 mars 1999 à 9h. Dispensaire Marien Gouabi. Croisement rue Ossio et avenue Talangaï. Quartier Mikalou. Je vous remercie d'avoir répondu à mon appel. Je suis convaincu que vos chefs de quartier ont fonctionné comme souhaité, mais le moment est très court et le temps presse pour que notre rencontre dure. Alors, je ne vous dirai que l'essentiel de mon message. Et je ne parle pas en parabole. Je sais que vous n'avez pas oublié ce que vous avez vécu en 97 par les bombardements de l'Issouba. Vous savez ce que j'ai fait pour terminer cette tragédie, cette barbarie, ces pertes humaines que personne ici ne peut évaluer. Vous avez marché sur des corps. D'aucuns diront que Sassou a terminé la guerre, mais moi je dis que c'est d'abord la détermination du peuple nordiste de vouloir, je dis bien, vouloir finir ces malheurs infligés par l'Issouba.
Beaucoup de jeunes sont venus du Nord pour se joindre aux jeunes Brazzavillois nordistes et lutter à mes côtés. Après 6 mois d'ivresse de paix retrouvée, il fallait bien repartir sur le chemin de la reconstruction. Vous avez certainement constaté comme moi, le pire dans la société de ces jeunes de Talangaï Mikalu. Des pillages se terminant surtout par des règlements de compte. Le manque de respect généralisé. Je ne pouvais pas laisser évoluer cet esprit de guerre contre nous-mêmes, c'est ainsi que je me suis adressé aux Cobras, car c'est d'eux qu'il s'agit. Vous avez entendu partout leurs tergiversations, certains ont même parlé à la radio RFI pour manifester publiquement leur mauvaise foi. Certains ont dit que je ne fais rien pour les jeunes et pour le peuple nordiste confondu, sans distinction des partis ni des tribus. J'ai aussi entendu dire que Sassou continue à nous faire tuer chez les Tchèques et les Nibolèques. Que nos enfants sont égarés sous les instructions de Sassou. À l'hôpital de Talangaï, vous avez jeté des tracts qui disent que Sassou va fuir en exil et patati patata. Beaucoup de militaires nordistes désobéissent au commandement des FAC, laissant tantôt les autres exécuter des missions contre leur région, et vous savez ce que ça nous coûte. Des troupes souvent exposées, des troupes tombant dans les embuscades des Ninja et des Cocoyeux, et dans ces genres d'exercices, seuls les chefs de mission ne meurent pas. À qui est donc la faute si nos jeunes, nos enfants périssent toutefois qu'ils vont au service de la République? Est-ce qu'il manque d'officiers nordistes ici où nous sommes? Est-ce que vous savez que le Nord a le record en effectif d'officiers? Acclamation frénétique et prolongée, la foule applaudit. Science. Je vais maintenant vous dire que la paix à laquelle vous croyez n'est que superficielle, votre paix ressemble au repos d'un prisonnier dans sa prison. La guerre que vous avez gagnée vous a seulement écarté du danger, mais ce danger continue à menacer, et aujourd'hui je constate que c'est même pire. Je vous interpelle tous, pour notre survie, notre futur est noir. S'il m'arrivait de mourir à 11 heures, sachez qu'avant 15 heures, on ne parlera plus du Nord tout entier. Tous nos villages seront brûlés, tous nos nordistes de Brazzaville comme ceux de Pointe-Noire mourront dans les 3 heures qui suivront ma mort. Donnez-moi donc vos enfants, j'ai besoin d'hommes pour assurer votre survie. On ne peut pas toujours compter sur les troupes étrangères, nous devons compter sur nous-mêmes d'abord. Je lutterai aux côtés de mes enfants comme je l'ai toujours fait depuis juin 97. Je ne fuirai jamais, je lutterai avec vous jusqu'à ma dernière goutte de sang. Les jeunes hommes iront dans les casernes, les jeunes filles apprendront les armes ici sur place à Brazzaville. Je vous exhorte à plus de vigilance et de courage. Je vous remercie. Cela est très important. Cela est très important. Il est temps que nous puissions nous parler. Il est temps que les Congolais tout entiers puissent apprendre à se parler, parce que maintenant ils sont les uns séparés des autres. Et c'est comme cela qu'opère la haine. On veut faire naître la haine entre les Congolais. On n'y est pas encore. Donc on a encore le temps. Et à partir de ce moment, nous pouvons réfléchir sur 2 choses. La première, comment se donner une main d'association, comme je le dis toujours, pour que nous puissions renverser ce pouvoir. Et je crois que cette chose est de plus en plus possible. Et deuxièmement, c'est comment revitaliser le Congo. Et je pense qu'il y a d'abord la justice. Il faut que justice soit faite, que ceux qui ont détruit le Congo puissent payer, comme dans le système du droit qui a été inventé dans le droit de l'environnement. On appelle cela le principe pollueur-payeur. Ceux qui ont pollué la vie congolaise
ceux qui ont mis l'argent partout dans le monde, sauf au Congo. Il faut qu'ils soient punis pour que cela ne se répète plus jamais. Il faut qu'il y ait des procès qui soient établis, organisés, publics contre ces personnes. Il faut que nous comprenions comment l'homme politique, si tout au moins il y en a au Congo, peut-il arriver à ce niveau de destruction de tout le peuple? Je dis bien tout le peuple du Congo. Le peuple du Congo qui avait des valeurs, on a détruit ces valeurs. Le peuple du Congo qu'on avait initié au travail ensemble, on a détruit leur possibilité de travailler ensemble. Le peuple du Congo qui était des prétendants au rayonnement mondial, est devenu un peuple d'abrutis. Au fond, il y a certains, dans le Nord, on va dans les écoles, les classes, où il y a des ordinateurs, il y a tout ce qu'il faut. De la rivière Alima se trouve la ville d'Oyo, ville natale de son Excellence le président Denis Sassou Nguesso. Fais 62 fraises dans le. Bien. Vous c'est. Les journées sont rythmées par des cours basés sur l'utilisation des nouvelles technologies éducatives que les enfants apprennent à manipuler et des ressources pédagogiques numériques sélectionnées pour assurer un enseignement de qualité conforme au concept Medersatcom et au programme officiel congolais. Et quand on va dans le Nord, c'est hier même qu'on me disait que les classes, jusqu'à présent, il y a plus de 200 personnes. 200 enfants dans la même classe. Mais c'est impossible. Comment on peut faire? C'est l'heure du reportage sur l'Afrique. Dans le quartier Massina, situé dans l'arrondissement Sekotil, à Brazzaville, en République du Congo, des odeurs nauséabondes d'une poubelle géante juxtant l'école Lubuntu A remontent dans les salles de classe et les bureaux insectes. Les élèves de l'école présents ce 3 octobre et leurs enseignants n'en peuvent plus. Une situation que déplore Ndaba Bingi, directeur de cet établissement qui a sollicité l'aide de la mairie pour trouver une solution d'urgence. Comment on peut faire pour transmettre le savoir dans ces niveaux? Donc il y a ceux qui volontairement, j'insiste bien sur ce terme, volontairement se sont organisés et continuent à s'organiser pour détruire le Congo. Et c'est ce qui fait que quand ils vendent des terres, ils n'ont aucune sensibilité, ils ne se posent aucune question. Et c'est contre cela qu'il faut diriger le Congo entier. 12 000 hectares de terres agricoles vont être mis à la disposition du Rwanda dans 3 départements de la République du Congo. C'est l'une des principales résolutions prises en vertu des accords conclus entre les deux États au terme de la visite officielle du président rwandais Paul Kagame et ses ministres des Affaires étrangères et des Finances du 11 au 13 avril 2022 en terre congolaise. Le leitmotiv de la visite de Kagame au Congo, c'est pour venir justement signer ces accords. On parle de la cession de pratiquement 12 000 hectares de terre, mais aussi surtout le contrat qui est, n'est-ce pas, attribué au holding Crystal Venture. Et on parle quand même de plus de 110 milliards de francs CFA qui sont versés par Kigali pour donc racheter les
zones industrielles de Maluku. La République du Congo compte 10 à 12 millions de terres arables, dont moins de 5% sont exploitées pour une agriculture vivrière. Par ailleurs, les deux chefs d'État ont assisté aux signatures de 2 accords, 3 protocoles, 2 mémorandums d'entente et une convention de concession dans le domaine agricole. Les attentes, le Rwanda voudrait bien capitaliser cette expansion et ce hub qu'il vient de créer au Congo-Brazzaville. Je vous rappelle que la seule ambassade qui existe pour beaucoup de pays en Afrique centrale, en dehors de Kinshasa, c'est Brazzaville. Donc Kagame est un peu stratégique, a compris que le Congo peut être le hub à partir duquel il peut mener ses affaires en direction de l'Afrique centrale, mais aussi, pourquoi pas, de l'Afrique tout entière. Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso ont demandé à leurs gouvernements respectifs de s'activer à l'élaboration des plans d'action pour débuter l'exécution des accords qui ont été conclus. Le chef d'État rwandais a achevé son séjour en République du Congo par la visite des sites culturels, industriels et agropastoraux à Oyo dans le département de la Cuvette. À travers cette visite, les deux chefs d'État veulent désormais démontrer le potentiel de la coopération Sud-Sud au service du développement de l'Afrique. Que les Congolais s'unissent pour pouvoir demander des comptes, pour pouvoir les juger, ne pas avoir peur de les juger. Parce que là où passe la justice, c'est la vraie justice, il y a l'intelligence qui en germe. Et cela est important. Maintenant, l'autre question, c'est on a formé beaucoup d'enfants. Les gens ont pris l'argent du Congo, ont volé l'argent du Congo pour former leurs enfants, les envoyer dans les plus grandes écoles avec de l'argent volé, avec de l'argent du Congo, avec de l'argent qui n'a pas été partagé parmi les Congolais. Alors que si c'était partagé parmi les Congolais, il y aurait véritablement une explosion de l'intelligence congolaise. Et souvent, ces enfants, quand je les entends, quand je les écoute, ils ont le sentiment que c'est normal. Je crois qu'il est temps de leur dire que ces personnes doivent être poursuivies. Que l'argent qui a été utilisé, comme on dit, c'est bien mal acquis. Ces formations mal acquises. C'est vrai que l'intelligence est rentrée, le savoir est rentré. Mais de le jour l'une où on les fera travailler pendant des durées bien déterminées au Congo pour que les savoirs qu'ils ont acquis servent maintenant aux Congolais, ou et les deux à la fois. On considérera que l'argent qui a été dépensé pour eux est comme un emprunt que le Congo a fait, un prêt, pardon, que le Congo a fait. Et que ce prêt doit être remboursé. En tout cas, ça me paraît du bon sens. Ça me paraît du bon sens que d'exiger réparation. Ça me paraît du bon sens que, de la même manière qu'on va récupérer les biens qui ont été mal acquis, de la même manière, on doit récupérer l'argent qui a permis à des pères qui n'en auraient pas eu les moyens de former leurs enfants dans les meilleures écoles et sans que le Congo puisse en avoir un retour. Une action pareille, si elle est menée par une seule personne, par une tribu, là, il y aura cette question, l'avenir d'Embouchi. Parce qu'on y verra une colère. Mais plus que la colère, c'est même une haine contre l'Embouchi. Mais si elle est gérée, elle est menée par l'État du Congo, par la nation congolaise. La nation congolaise, je dirais, symbolisée et structurée par ces Congolais dont j'ai parlé au début, que depuis 1960, on a formé pour être ensemble, pour travailler ensemble. Si ces graines-là qui ont été semées, ces graines de l'amour,
reprenaient leur place, continuent à pousser jusqu'à présent. Et je crois que je dirais, sous la cendre, sous le sang même du Congolais qui a été versé, ces graines poussent encore. La vie pousse encore. Et c'est ces Congolais-là que j'appelle à s'unir. Et ce sont ces Congolais qui vont ériger des tribunaux pour que l'argent qui était mal acquis, qui a servi des besoins purement personnels, que cet argent soit revendiqué, que ces jugements soient faits. Et c'est important qu'aujourd'hui, je le dise, c'est important que ceux qui sont les personnes concernées le sachent. Et les moyens existent. Les écoles, nous les connaissons. Les coûts de ces écoles, nous les connaissons. Les enfants qui ont été formés dans ces écoles, nous les connaissons. Leurs petits-enfants, leurs arrières, tout ce qu'on veut, nous le savons. Et comme nous le savons, il est temps de rendre à César ce qui est à César, de le rendre au Congo ce qui est vraiment au Congo. Car la route du Congo n'est pas finie. La route du Congo n'est pas finie. Le Congo a vécu peut-être la plus mauvaise période de son histoire. Mais le Congo, le vrai Congo, est encore là. Et les enfants qu'on fait souffrir aujourd'hui, qui ne vont pas à l'école, qui vont peut-être demain, ou qui auraient pu devenir demain des délinquants, nous trouverons les moyens, avec des méthodes comme apprendre à apprendre, de relever leur niveau et de les remettre dans le circuit qui permet économiquement, politiquement, d'être des acteurs véritables de la nation congolaise. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il est temps de le savoir. On parle beaucoup de la colère de Dieu. Il faut craindre aussi la colère d'une nation entière qui a été trompée. Le Congo a été trompé. Mais ce qui est sous la cendre, c'est le feu qui couvre encore. Ce qui est sous terre, c'est un peuple uni. Que la justice rendra encore uni. Et la justice lavera les colères. Et quand les colères seront lavées, les Congolais se retrouveront. Les Congolaises se retrouveront. Qu'ils soient du nord, qu'ils soient du sud, qu'ils soient de l'est, qu'ils soient de l'ouest. C'est ce Congo-là qui a besoin de connaître la justice politique. Il y aura des actions qu'il faudrait que nous puissions mettre en place. Des actions, par exemple, qui permettront aux régions qui ont été défavorisées de pouvoir être revalorisées. Des actions qui feront que le peuple qui a été écrasé, humilié, retrouve la dignité. Parce qu'au fond, la vraie politique, c'est celle-là. C'est quand on peut rendre au peuple sa fierté, sa dignité. Les Congolais manquent de fierté. Manquent de dignité.
parce qu'il fallait les enlever d'abord, ces deux valeurs fondamentales, pour qu'ils ne soient plus respectables. Son dignité, son respect, son fierté, le peuple est considéré comme du bétail. Mais gare à ceux qui le considèrent comme du bétail. Ce Congo est un peuple grand et il grandira encore. Je voudrais, avant de finir ce grand procès, rendre hommage à un homme qui est décédé il y a 2 jours, Massamba Zorino, qui était un grand ami et qui était un consul, c'est lui qui aurait pu être l'ambassadeur en Suisse. Mais son tort était qu'il était la Riteke, n'a jamais pu être autre que consul. En tout cas, c'est un Congolais qui part, un grand intellectuel, très modeste, mais que le pouvoir a voulu utiliser. Je ne crois pas qu'il y soit arrivé. Je salue sa famille et je salue tous les intellectuels congolais qui ne savent plus quoi faire, qu'ils retrouvent leur dignité et que ces mots d'aujourd'hui puissent leur donner la force. C'était le grand procès avec votre ami et frère Dominique Congo. À la semaine prochaine.